important, je me répète, très important, bis, donc doublement important pour moi. Et je suis très content que vous soyez là. Et je suis très content d'être au Mouton Noir. En fait, aussi, je remercie Ali et Eric de nous accueillir dans ce lieu culturel que j'apprécie beaucoup et que je suis déjà venu voir plusieurs spectacles. Si vous n'êtes jamais venu voir des spectacles ici, je vous le recommande. Et ce soir, on vient lancer Volcan, qui est un livre que j'ai écrit lors d'un de mes voyages. En fait, j'ai écrit plusieurs livres. C'est mon 10e livre environ. Il y a toujours des plus ou moins, parce que je ne sais jamais si je compte les autopublications ou non. Mais bref, habituellement, j'écris plus des récits de voyage, des livres inspirés de mes voyages, où je suis le personnage principal, où je décris le voyage que je vis. Mais dernièrement, je me suis inspiré de mes voyages pour écrire des romans. J'ai commencé ça avec Le Vendeur de Goyave, où, inspiré d'un voyage de 4 mois en Inde, j'ai écrit un roman qui mettait en scène un jeune Indien qui se déplaçait, qui rencontrait des personnages que j'avais moi-même rencontrés ou qui se déplaçaient dans des villages que j'avais moi-même visités. Mais je pouvais laisser libre cours à mon imagination pour rendre le livre plus attrayant. Au niveau de l'écriture aussi, c'était plaisant. Puis pour le lecteur aussi, c'était plaisant, je l'imagine. Et avec Le Vendeur de Goyave, ça a été aussi ma première expérience de livre numérique immersif, où j'intégrais des vidéos, des sons, des images, des illustrations dans mon livre pour enrichir l'expérience du lecteur. C'est un peu vers ça que je me suis dirigé vers Volcan aussi, un livre que j'ai écrit suite à quelques voyages au Guatemala. Je suis allé, entre autres, pour faire un film pour les grands explorateurs, où je présentais la culture du pays, principalement sur la route des Mayas. La principale caractéristique du Guatemala en tant que grand voyageur qui aime beaucoup la culture, c'est que les 2 tiers de ses habitants sont de descendance directe des Mayas. Donc ils sont autochtones et ils se disent de descendance directe des Mayas, mais ils perpétuent les traditions millénaires au jour le jour, à travers leur habillement, à travers leur dialecte, à travers leur alimentation, à travers leur spiritualité aussi. Et c'est ce qui m'a fasciné au Guatemala. Et à travers mon expérience de voyage, j'ai écrit ce livre. Mais ce livre a été aussi inspiré par une expérience personnelle que j'ai vécue, c'est-à-dire une séparation amoureuse. Donc ça a été une combinaison de non seulement ce voyage au Guatemala, mais aussi mon expérience personnelle qui a fait en sorte que j'ai créé un personnage qui vivait ce voyage-là à travers les lieux que j'ai visités, tout ça, mais qui aussi avait des questionnements, etc. Et c'est devenu Volcan. Et c'est un livre que je dédie justement à Marie Blanchard des éditions du Grand Élan, qui avait fait l'espèce de livre illustré, une première version de ce roman-là, mais qui m'a vraiment poussé à le retravailler, à le ressortir en tant que roman sous sa forme actuelle. C'est un livre que je pensais qu'il allait un peu dormir dans un tiroir, mais finalement, il est très vivant et il prend vie aujourd'hui avec vous. Alors, je suis très, très heureux de partager ce moment-là avec vous. Et c'est un livre aussi qui en fait, tantôt, j'étais arrivé puis j'étais un peu en état de choc parce que c'est un livre qui arrive à un moment un peu spécial. En fait, le livre se nomme Volcan, il se déroule au Guatemala. La scène finale du livre se déroule devant le volcan Fuego. Et on l'a lancé en fin de semaine, et en fin de semaine, le volcan Fuego est rentré en éruption. Une éruption majeure là, qui, à date, on dénombre 70 morts. Et c'est un addon assez intense, je trouve. Et je vous invite à découvrir ce livre-là. Je vais vous présenter aussi la version numérique immersive qui accompagne ce livre-là plus tard dans la présentation. Mais juste avant, je voulais vous présenter un peu le voyage que j'ai fait au Guatemala, un extrait du voyage que j'ai fait au Guatemala qui m'a inspiré ce livre-là. Puis à travers ce voyage-là, je peux vous indiquer un peu comment ce voyage-là m'a inspiré dans l'écriture. Donc, je vous présente un extrait où, justement, je vais aller visiter... dans le voyage, j'ai visité, évidemment, les Mayas contemporains, les Mayas d'aujourd'hui, mais je voulais aussi rencontrer les Mayas historiques à travers leurs grands sites archéologiques qui ont été abandonnés parfois pendant plus d'1 millénaire et qui ont été redécouverts tout récemment. Et là, justement, dans l'extrait qu'on va voir, je me rends à la plus grande pyramide du monde en volume, la plus grande pyramide du monde qui se situe en plein cœur de la jungle guatémaltèque, près de la frontière du Mexique.
un petit peu mon rêve. Je suis amoureux d'histoire, de géographie, de la civilisation maya. C'est un peu mon rêve d'aller vers sur leurs traces, si on peut dire. Alors, on a pris en fait le dernier autobus qui mène tout au nord de la dernière route de brousse, près de la frontière du Mexique. Et à partir de là, il fallait marcher 120 km à pied dans la jungle pour arriver à ce site archéologique-là, qui abrite cette plus grande pyramide du monde. Et on était accompagné par un guide, un muletier pour avoir des mules, pour transporter nos bagages, et une cuisinière. Il y a certaines structures qui me faisaient un peu penser au pont Champlain. Mais l'unique trafic ici, c'était notre équipe, en fait. On arrive vraiment au cœur d'une jungle tropicale, donc il fait environ 48 degrés Celsius, 95% d'humidité. Ça veut dire qu'une fois que nos vêtements sont baignés de sueur, ils ne sèchent plus, en fait. Venir al mirador, vienes al corazón entras al corazón de la reserva de la Vesera Maya. Estás teniendo una experiencia con el bosque, con la naturaleza. Tenés una ciudad muy antigua de 3000 años oculta en el bosque. Entonces vas a conocer cultura, aves. Te olvidas tu mundo de la ciudad. Vienes realmente a vivir la naturaleza y a respirar aire puro. Cette expédition-là m'a permis d'en connaître encore plus sur la culture maya. Comme notre premier jour de marche, ça nous a mené à un ancien poste de commerce maya. Puis on arrête ici à cause de la présence d'un bassin d'eau artificiel qui est encore fonctionnel aujourd'hui et qui date de l'époque des Mayas, il y a environ 3000 ans en fait. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans cette jungle-là, il n'y a aucun lac ni aucune rivière permanente. Donc les Mayas ils utilisaient des trésors d'ingénierie pour canaliser l'eau de la saison des pluies dans les grands bassins artificiels qui subvenaient aux besoins de la population pendant toute la saison sèche. Et à voir la grandeur des portes de leurs habitations, mais les incroyables pouvoirs de déduction permettent de comprendre que les Mayas étaient beaucoup plus petits que moi. En fait. Alors, les anthropologues disent que les Mayas de l'époque mesuraient en moyenne 1,20 m. Donc c'est un peu à travers cette expérience de voyage-là que j'ai écrit le livre. Dans le fond, dans le livre, j'ai mis en scène des personnages qui vivent effectivement cette expérience dans la jungle, à la rencontre de la culture, mais aussi à la découverte des sites mayas. Et j'ai pu romancer à travers les dialogues, à travers la création des personnages, à travers leurs anecdotes. Donc c'est à travers mon expérience personnelle que j'ai écrit une fiction. Et c'était tout à fait fascinant, comme par exemple cette zone de la jungle guatémaltèque était complètement abandonnée pendant plus d'un millénaire. Et dans les années 20, des hommes ont commencé à explorer la jungle parce qu'il y avait une nouvelle mode aux États-Unis, la gomme à mâcher. Et dans cette jungle-là, il y avait des arbres qui produisaient du latex. Donc les hommes ont commencé à circuler à travers cette jungle qui était vierge pour trouver des arbres de latex dans l'espoir de faire un peu d'argent. Et pour mieux voir les arbres, où étaient situés les arbres, ils ont trouvé un volcan éteint dans la jungle plane. Ils ont trouvé un volcan éteint, ils ont monté au sommet pour voir où étaient les arbres de latex. Ils l'ont surnommé le El Mirador, qui veut dire le belvédère. Et au sommet de ce volcan éteint-là, ils ont trouvé des sculptures sous les racines, des pierres taillées, mais sous la végétation. Alors ils en ont parlé autour d'eux, ils trouvaient ça vraiment étrange. Puis finalement, dans les années 70, il y a un archéologue américain qui leur a dit, ben, menez-moi à ce volcan éteint-là où il y a des pierres, je veux savoir c'est quoi. Et en creusant, ils ont découvert que c'était pas un volcan éteint, c'est la plus grande pyramide du monde en volume. Donc c'est vers ce site-là qu'on se dirige, mais avant, il faut nourrir les mules. Alors, notre accompagnateur, notre muletier, va tailler les feuilles de mule, les feuilles d'arbre pour les mules, mais il faut vraiment prendre les feuilles au sommet de l'arbre, c'est les plus nutritives en fait.
Donc, à travers la lecture du livre, non seulement il y a une histoire qui se passe au niveau des personnages, au niveau de la fiction, mais il y a aussi toutes les connaissances sur le pays, la culture, les sites archéologiques qui sont intégrés à même l'histoire. Donc, à travers le divertissement, on a aussi l'impression de vivre un voyage au Guatemala et d'en apprendre plus sur la culture là-bas. Ça, c'est lors de l'expédition. On faisait du camping dans la jungle et on était réveillés par ces bruits-là. Alors, j'étais sûr que c'était des zombies qui venaient manger mon cerveau. Mais en fait, c'est des singes hurleurs qui crient vraiment au coucher de soleil et au lever du soleil. Donc, on arrive finalement au site d'El Mirador. On est au cœur de 50 000 km² de jungle vierge. Pourtant, 800 ans avant Jésus-Christ, on se trouvait aux jonctions les plus importantes routes commerciales des Amériques. La culture maya est née vraiment sur ce site-là, puis ils ont évolué là pendant 1000 ans. Pourtant, il n'y a personne à part nous, puis quelques singes curieux. Les Mayas, ils recouvraient leur structure d'une épaisse couche de stuc. C'est comme un plâtre blanc qu'ils produisaient en calcinant de la pierre calcaire. Mais ça prenait tellement d'arbres pour produire les feux qui calcinaient la pierre calcaire qu'il y a eu une grande déforestation qui est probablement responsable de la terrible sécheresse qui a forcé les Mayas à abandonner El Mirador. Donc tout ça, ça me faisait me poser des questions à savoir est-ce que plus tard ou bientôt, les gens vont parcourir la jungle comme nous pour découvrir les vestiges archéologiques de Montréal ou de Tokyo ou de New York. Là, on arrive justement à la plus grande pyramide du monde. Juste la superficie de sa fondation pourrait accueillir 17 terrains de football côte à côte. C'est une pyramide qui a 75 mètres de hauteur, puis elle est demeurée la plus haute construction humaine de toutes les Amériques pendant 2500 ans. Il a fallu attendre un gratte-ciel de New York pour la détrôner. La construire avec les outils rudimentaires de l'époque, ça représente le travail de 8000 hommes jour et nuit pendant 30 ans. C'est vraiment un sentiment puissant de monter ces marches-là. C'est exclusivement réservé aux grands prêtres. Ils venaient au sommet de la pyramide pour observer le mouvement des astres, mais aussi pour présider les sacrifices humains destinés à apaiser les dieux. Puis c'est difficile d'imaginer que devant moi, ça se dressait la première métropole des Amériques, en fait, avec environ 30 000 habitants, excusez-moi, pas 30 millions, 30 000 habitants. Puis dans cette plaine-là, on voit encore des structures mayas, comme celle-là, qui n'ont juste jamais été déterrées encore. Donc on se sent un peu comme un Indiana Jones qui pourrait découvrir le plus précieux secret archéologique de l'ère moderne. À bord des camionnettes-là, c'est nos anciens autobus scolaires qui, une fois qu'ils sont rendus trop vieux pour nos jeunes, mais les entreprises vont les vendre sur le marché international. Et au Guatemala, ils vont être recyclés, réutilisés. Ils vont transporter des humains, des marchandises ou même des animaux, à tel point qu'on les surnomme des chicken bus. Et moi, après tous ces jours de marche en jungle, j'avais hâte de trouver une douche et des draps blancs. Mais en plein milieu de la voie, l'autobus s'arrête, panne d'essence. Au lieu de me retrouver dans les draps blancs, je me retrouve dans des beaux draps. C'était ma seule blague de la soirée. Mais tu sais, c'est juste cette expérience-là avec les Guatémaltèques. Comme là, par exemple, on a attendu plusieurs heures un autobus qui est en panne d'essence, mais personne ne s'est fâché, personne ne s'est offusqué. Une grande résilience, une grande acceptation. On a fini par siphonner l'essence d'un autobus qui passait en sens inverse. On l'a transvidé dans notre autobus. Puis tu sais, cette espèce d'expérience-là, je trouvais ça tellement riche que c'est un peu ce que je voulais qu'il transparaisse dans mon livre.
Puis à travers ces expériences-là, à travers cette découverte-là, à travers ces apprentissages-là, j'en apprenais aussi sur la culture maya, comme par exemple, on dormait à Flores, qui est un des... En fait, c'est le dernier bastion maya à être soumis par les conquistadors. Ils se défendaient vraiment vaillamment, mais les conquistadors avaient des armes, des canons, tout ça. Mais cette île-là était entourée d'eau, donc ça la protégeait des attaques surprises. Donc à travers ces aventures-là, à travers le personnage, ben, on apprend aussi des connaissances, on apprend un peu plus sur la culture. Et il y a vraiment des sites, le Guatemala qui est très peu connu touristiquement, mais qui est très très riche en termes de culture, entre autres pour les ruines mayas qui sont encore accessibles aujourd'hui. Sauf que là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le film parce que je voulais faire une petite... On a le temps, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'est correct si on continue un peu? Ouais. Je voulais faire un petit spécial là, par rapport au volcan Fuego, le volcan dont je parlais qui m'a un peu marqué. Puis j'ai un extrait du film là, à 21 minutes qu'on peut mettre. Puis c'est moi qui... En fait, j'ai décidé de monter le volcan à Quetzaltenango pour aller voir le Fuego. Puis je voulais vous montrer cette partie-là du film, un peu en honneur aux victimes qui sont en train de souffrir là-bas un peu. Pour voir à quel point c'est la beauté de la nature, mais en même temps, c'est fort aussi, hein, ça peut être plus fort que les humains. Ouais, donc là, c'est ça. En fait, ben là, on peut le partir. Hein. Sous le Guatemala, il y a le choc des plaques tectoniques qui a fait se dresser une trentaine de volcans. Puis il y en a 3 qui sont toujours actifs, en fait. Donc là, nous, on voulait vraiment voir ça, on voulait vivre l'expérience d'un volcan. Puis le guide il nous disait « Ah, c'est très, très sécuritaire. » Aujourd'hui, j'ai des doutes. À l'époque, je me posais pas de questions. C'est un film que j'ai réalisé avec Julie Corbeil, qu'on va voir justement dans les images. Puis on était aussi accompagné par une 3e caméra woman, Geneviève Thibert, qui peut nous filmer les deux. Puis le volcan Acatenango, c'est un volcan qui est éteint, mais qui est le voisin du Fuego. Donc du sommet du Acatenango, on va pouvoir voir le volcan Fuego si on est chanceux. C'est une ascension qui nous prend à peu près 7 heures de montée, mais qui vaut la peine. Le Acatenango est réputé comme étant le volcan le plus spectaculaire d'Amérique centrale. Mais c'est 7 heures de montée qui vont nous mener à presque 4000 mètres d'altitude. Là, on rejoint les nuages à mesure que l'oxygène se fait de plus en plus rare. Puis le sol s'effrite sous nos pieds, c'est la lave séchée des éruptions passées. C'est moi qui n'ai pas très en forme. C'est vraiment difficile. On n'a pas filmé les bouts où on était à 4 pattes et on sacrait. On vous évite ça. Arrivé au sommet, c'est vraiment une température glaciale qui nous attend, mais on ne sait pas si c'est le spectacle ou le froid qui nous donne le plus de frissons. Et ça, c'est le Fuego qui semble tout près, en fait. Notre guide était vraiment super excité parce qu'il disait que c'était la première fois qu'il le voyait en éruption comme ça. Mais moi, je considérais même pas que ça pouvait être un danger. Je trouvais que juste un spectacle magnifique. Puis nous, notre campement était dans un cratère de volcan, donc on espérait que notre volcan ne se réveille pas ce soir-là. Mais au lever du matin, aucun doute, au lever du soleil, aucun doute, ça valait vraiment la peine, en fait. Vous avez vu le temps avec le son, 300 000 km à l'heure. Il a l'air tout près, mais il est assez loin quand même. C'était le trek le plus facile que j'ai vécu dans ma vie. Probablement, en une journée, c'est une expérience, une expérience le plus difficile.
dans un volcan vraiment actif. C'est pour ça que, pour moi, c'est un souvenir vraiment merveilleux. C'est un spectacle sublime. Mais présentement, je suis un peu sous le choc de savoir que ce volcan-là est aussi destructeur, qui a causé autant de morts. Puis c'est toute cette espèce de coïncidence là, qui fait que je lance mon livre en fin de semaine. Il s'appelle Volcan. La scène finale du livre se déroule là, où vous avez vu. Et pour moi, c'est une expérience super positive, mais là-bas, en même temps, c'est l'éruption qui a fait des dizaines et des dizaines de morts. Donc c'est vraiment... je sais pas comment prendre ça. C'est une coïncidence, mais c'est assez étrange. Alors, on peut arrêter le film ici. Si vous voulez le revoir, on sera là au Mouton Noir, on se fera une autre soirée. Mais pour le moment, je vais inviter Marie des éditions du Grand Élan à présenter le livre, puis à présenter un peu sa motivation à publier ce livre-là, en fait. Alors, mesdames, messieurs, Marie Blanchard. Oui, c'est vrai que les éditions du Grand Élan lancent un livre au Mouton Noir. Alors, Annie, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle s'en vient partenaire. Alors, ça commence à être sérieux. Un par année, par exemple. C'est de la job. Mais oui, j'ai écouté, ça fait plusieurs livres que Hugo et moi on fait ensemble. Le premier, c'était le Japon. C'était en 2015 ou 2014, et 2013, ça a commencé de même. Après ça, là, il est revenu me voir pour Le Vendeur de Goyave, la première version papier. Parce que moi, je dois vous dire que je suis graphiste en édition de livres, et c'est mon métier que je fais pour gagner ma vie. Alors, il est venu me voir pour ça. Et puis, ensuite, après ça, ça a été Guaté. C'était le livre sur ce voyage qui accompagnait la conférence qu'il donnait avec les grands explorateurs. Alors, on a fait un livre purement paysage, un beau livre en papier avec des images, tout en couleur. Et puis, dans ce livre-là, il y avait la première mouture du roman Volcan, qui était comme à la fin. Moi, j'étais là. Il n'avait pas voulu prendre de numéro ISBN. Non, c'est juste pour les... moi, j'étais là, quelle perte, là. C'est comme intéressant. Là. On pourrait faire quelque chose avec ça. Après ça, il y a eu... non, Japon, c'est ça. Fait que là, donc, après avoir fait mon premier lancement l'année passée, moi, je me souviens, t'es venue, hein, puis j'ai dit, c'est toi le next. Tu viens, hein? Donc là, donc là, on a parlé ensemble pour publier Volcan version papier. Puis il y avait aussi, Hugo avait le projet de, comme il y avait aussi peut-être Le Vendeur de Goyave en version numérique enrichie. Je pense qu'il y a eu la piqûre de ça. Alors, il veut continuer là-dedans. Fait qu'il voulait prendre la version de Volcan puis en faire une version numérique. Et puis enrichi, hein, pas juste le même, là, mais avec des images de toutes sortes de choses. Alors, on va vous en parler tout à l'heure. Fait que moi, je m'occupe de la version papier et puis il y a la version numérique qui vient plus tard. C'est lui qui s'en occupe plus. Mais, fait que c'est ça. Fait que moi, j'étais contente de faire ça. Je trouvais le projet super intéressant parce qu'il y avait aussi toute la dynamique avec l'autre personne qui fait la version numérique, qui est une graphiste en art numérique de haut niveau, là, qui est exceptionnelle, là, puis que j'ai vraiment trouvé ça fun. Alors c'est ça, hein, c'est comme ça que le Volcan est arrivé. Puis on vous le présente aujourd'hui.